Ça grogne depuis quelques jours dans le rang des aspirants au métier d'enseignant. Ils sont en colère contre le gouvernement qui semble faire la sourde oreille face à leurs conditions de vie et de travail. Après un mouvement de grève peu suivi en raison des menaces de l'autorité en charge des enseignements secondaires, eh bien, ces aspirants ont repris les cours, la mort dans l'âme, résignés. Et pourtant, diront certains, ils ne réclamaient que de meilleures conditions de travail. La situation des aspirants au métier d'enseignant, c'est dans le décryptage. Et dans la seconde partie de cette émission, on va s'intéresser aux enjeux liés à la modernisation de l'agriculture béninoise. La question était au cœur du Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire CIMA, sachant que l'agriculture aujourd'hui représente environ 30% du produit intérieur brut national et 75% des recettes d'exportation. Eh bien, sa mécanisation et sa modernisation deviennent un impératif pour garder le cap. Notre invité nous aidera à mieux aborder la problématique sous tous ses angles. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur votre émission Week-Echo, l'émission qui décrypte l'actualité socio-économique. On va marquer tout de suite le premier arrêt, c'est le mini-journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce mini-journal de Week-Echo. Elle représente un maillon important de l'économie béninoise. Les femmes entrepreneurs, contrairement aux hommes, sont souvent victimes des normes sociales qui constituent des entraves à la pleine réalisation de leur potentiel économique. Pour pallier cet état de choses, eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a initié, de commun accord avec le réseau Entreprendre Bénin, un atelier à Cotonou où les femmes entrepreneurs ont été entretenues sur les défis liés à l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Simon Villon et Ulvache Balogun nous en parlent dans cet élément. Selon une étude de la Banque mondiale, seuls 30% des petites et moyennes entreprises dans le monde sont dirigées par les femmes. Des femmes qui gagnent souvent moins que les hommes, surtout dans les pays en développement où les bénéfices et chiffres d'affaires de leurs entreprises sont en moyenne inférieurs de 38 et 34% à celles des hommes. L'entrepreneuriat féminin devenant ainsi un enjeu pour le Bénin au regard des efforts engagés pour l'amélioration du climat des affaires. Cet entrepreneuriat féminin que le gouvernement s'est donné pour ambition de promouvoir est l'une des voies royales pour parvenir à l'autonomisation durable de la femme. Une mission que l'institution consulaire appréhende dans sa vision de réduire à 10% le taux de mortalité des entreprises. La proportion grandissante d'entreprises créées par les femmes, facilitée par les réformes sur la création des entreprises au Bénin, oblige l'institution consulaire à déployer une gamme de services d'appui sur cette frange de l'écosystème en s'appuyant sur des acteurs du privé qui sont en capacité d'adresser des interventions de qualité et qui répondent à des besoins réels et pointus. Ainsi, en dépit de son rôle important, l'entrepreneuriat féminin reste confronté à plusieurs défis, dont les droits d'accès limités aux services d'entrepreneuriat, le manque de ressources conseils, l'accès difficile au crédit et l'insuffisance d'outils et d'approches en renforcement de capacités entrepreneuriales adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Les femmes, de toute évidence, de façon générale et de façon plus spécifique dans le milieu de l'entrepreneuriat, rencontrent des défis qui ne sont pas les mêmes que ceux rencontrés par les hommes. Donc il est aujourd'hui question de réfléchir sur comment accompagner les femmes entrepreneurs par le dispositif du rêve et aussi par les dispositifs institutionnels établis, qu'elles soient au courant de ce qui se passe à leur endroit et ainsi qu'on puisse partager les informations liées à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Comprendre donc les facteurs qui sous-tendent l'entrepreneuriat féminin permettra de mieux appréhender les politiques publiques de lutte contre la pauvreté afin de garantir aux femmes entrepreneurs une meilleure efficacité et de fait contribuer positivement à la croissance économique du Bénin.
On reste dans le monde des femmes tout en changeant de volet. Les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. On peut se sentir séduisante lorsqu'on les porte sur ses doigts. Seulement, leur utilisation pourrait avoir des impacts sur la santé. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Fleury Dovonou et Rodrigue Babagüeto. On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Vedoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser des ongles est tout un art. Mina confende na sogo kuro feton mi mo lo de sogo mo na wa le mi do kote donc esien o fi de ni bi o fi e na be panari e di ni jam place fe e na yin kanji do e sogo mi na dun lo do do e di mi ro ko won. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur cela, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les 2 couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. Parlons justement à présent de ce mal qui touche les doigts. C'est un mal très fréquent. Le panari est une infection bactérienne de l'extrémité des doigts ou des orteils avec formation d'un abcès. Même s'il reste généralement bénin, eh bien le panari est souvent très douloureux. Quelles en sont les causes et comment se manifeste-t-il? Cynthia Wessou et Patrick Adiaboudjou nous en parlent dans ce reportage. Encore appelé mal blanc, le panari est une infection bactérienne qui touche généralement le doigt de la main. Les causes les plus fréquentes sont multiples. Le panari, en fait, c'est une infection de la pulpe des doigts. Et il peut arriver également après le port d'un faux ongle, surtout si il y a une effraction, quelque chose qui pique ou bien quelque chose qui crée une effraction mécanique. Et la réalité du panari, c'est qu'elle peut arriver à tout le monde. Si vous mangez et que vous faites piquer, si vous cognez le doigt, si vous allez vous faire poser des ongles, des faux ongles. La manicure avec des objets non stérilisés est aussi l'une des causes de panari. Dame Rebecca en a souffert. Je voulais faire du manicure, donc j'ai fait l'erreur d'utiliser la lime d'une amie. Elle m'a aidé à limer mes ongles. Juste le lendemain, j'ai constaté que ça commençait pas à s'enfler. Je me suis dit certainement que c'est ça lime, il y a des microbes dessus qui ont provoqué le panari chez moi. Ça attaque le doigt, ça fait que le doigt s'enfle et ça fait depuis, et puis ça fait très très mal. Ce ne sont pas seulement les femmes qui en souffrent, les hommes aussi.
Le doigt me grattait jusqu'au point où ça s'est enflé. Je n'arrivais plus à m'en servir pour manger. Certains m'ont proposé de mettre du vernis. J'ai tout essayé et au finish, j'ai dû faire l'opération chirurgicale. La partie infestée se gonfle, ça s'enfle et crée une plaie autour du doigt. Au doigt de la main ou à l'orteil, le panari doit être vite traité pour éviter toute complication. Une opération chirurgicale peut être envisagée dans certains cas. S'il est très évolué, on est obligé de faire une incision chirurgicale, un drainage du pus et de mettre la personne sous des antibiotiques. S'il n'est pas très évolué, un pansement alcoolisé, une antibiothérapie et en général on a des résultats très chauds. Le plus important c'est d'éviter donc alors que ce panari déborde. Et pour ne pas en arriver là, prévenir cette infection bactérienne est nécessaire. Et on peut l'éviter en mettant un peu de soin dans ce que nous faisons habituellement parce que pour éviter les microbes, il faut qu'il y ait l'hygiène. Nos mamans, nos soeurs qui font souvent les manicures et les pédicures, que chaque personne amène sa lime chez la coiffeuse pour faire le manicure ou le pédicure. Et puis nos soeurs, nos mamans dont l'activité consiste à mettre la main beaucoup de fois dans l'eau, je les conseille d'utiliser des gants et aussi de prendre des précautions. Comme précaution, il faut se laver les mains régulièrement, nettoyer et désinfecter immédiatement toute plaie sur un doigt, porter des gants pour effectuer des travaux manuels et éviter de ronger les peaux du poutou de l'ongle. Ce sera tout pour ce mini-journal. Madame, monsieur, ne décrochez pas. Week Echo se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Comme vous le savez, après le mini-journal, place à la revue de presse économique. C'est une présentation de Rodrigue Bababito. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir des nôtres pour cette revue de presse. Démarrons avec le vote de la loi portant loi de finances pour la gestion 2022. Le quotidien du service public en parle et titre « Loi de finances gestion 2022 ». Les députés plébiscitent un budget de 2541,203 milliards de francs CFA. Entre ces lignes, la nation mentionne l'équilibre de cette loi de finances en ressources et en charges à environ 2542 milliards de francs CFA contre un peu plus de 2985 milliards pour la loi de finances rectificative en cours d'exécution, soit une baisse de 14,87%. Au quotidien, le matinal de partager les propos du président de l'Assemblée nationale, Paul-Louis Lavonu. En votant ce budget, l'institution donne à l'équipe gouvernementale les moyens nécessaires pour poursuivre la politique de transformation progressive de l'économie nationale entamée depuis avril 2016. À l'Assemblée nationale toujours, un autre texte est adopté cette semaine. La Nation nous en informe en affichant à sa une le Code général des impôts adopté. D'après le journal, il s'agit de la loi numéro 2021-15 portant Code général des impôts en République du Bénin. Elle est composée de 659 articles et est répartie en 6 livres. À fraternité de nous rappeler l'objectif visé par le gouvernement en initiant le projet de loi. La mise en place d'un code général exhaustif englobant toutes les dispositions fiscales en vigueur est basée sur la volonté de mettre fin au caractère disparate et à la multiplicité des sources de règles fiscales. Le secteur des finances n'est pas le seul à se moderniser. Le visage du secteur sanitaire aussi va changer. Le potentiel en parle avec comme titre à sa une pour des soins de qualité au CNHU, un scanner bientôt acquis par le gouvernement. Le Conseil des ministres du mercredi 8 décembre 2021 a marqué son accord pour l'acquisition et l'installation d'un scanner 64 barrettes, 128 coupes avec option cardio au profit du CNHU de Cotonou. Il s'agit d'un équipement de nouvelle génération destiné à optimiser les prestations de l'hôpital et lui permettre de réaliser certains examens spécifiques liés surtout au cœur. Le quotidien de Ménontin publie la raison d'une telle décision du Conseil des ministres. Il s'agit de l'organisation de plus en plus fréquente des missions de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Il est envisagé la réalisation de la cardiologie interventionnelle avec la mise en place d'un pôle de compétences dédié. On finit avec cette information publiée par l'investisseur
évalué à 144,8 milliards de francs CFA contre 161,2 milliards un trimestre plus tôt. Les exportations de marchandises du Bénin ont connu un repli de 10,2% au cours du troisième trimestre 2021. Et ainsi prend fin cette revue de presse économique. À très bientôt pour de nouvelles informations telles que relayées par les canards. Lourde sanction contre les aspirants au métier d'enseignant qui ont appelé à une grève pour exiger de meilleures conditions de travail et de vie. C'est tout de suite le décryptage. En plateau, ici avec moi pour le décryptage, Hubert. Djogé Hubert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. À côté de Hubert, Stéphane Achim Hossou. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'être également là. Merci. Alors Stéphane, on sait depuis quelques jours, ça grogne dans le rang des aspirants au métier d'enseignant. À votre avis, est-ce un ras-le-bol légitime ? Il faut déjà commencer par souligner que le programme d'Aspirana est un programme louable qui a été mis en place par le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, grâce à ce programme, la qualité de l'enseignement a été considérablement améliorée. Et les apprenants sur l'ensemble du territoire national ont désormais la chance d'avoir un enseignant en face d'eux. Mais lorsque vous avez réussi, lorsque vous avez gagné ce pari, il y a également un autre pari qu'il faut gagner, celui de mettre dans les bonnes conditions ceux qui vous accompagnent dans la mise en œuvre de cette réforme. Je veux bien parler des aspirants. Il faut être regardant par rapport à leur situation. Et je pense que ce cri de cœur des aspirants qui s'est traduit par ce mouvement de débrayage tire l'attention des gouvernants sur le fait que les aspirants sont là. Et donc pour moi, c'est un mouvement légitime. Légitime d'ailleurs parce que lorsqu'on est travailleur, il faut pouvoir voir sa situation s'améliorer. Voir sa situation s'améliorer. Donc on ne peut pas le leur reprocher. Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les aspirants sont ceux-là qui font le gros lot du travail. Ils ont les masses salariales et la masse horaire les plus élevées. Ils sont sous pression et donc du coup, ils ont l'obligation de résultat pour voir leur contrat renouvelé l'année prochaine. Donc du coup, ce sont eux qui font le travail. Et quand on fait ce travail, il faut bien qu'on soit bien nourri, bien logé, bien. Alors Hubert, quelle lecture faites-vous de cette situation des aspirants et même de ce mouvement de débrayage qu'il y a? D'abord, je voudrais remercier ces enseignants qui ont décidé de se faire entendre. C'est vrai, c'est un mouvement illégal, totalement illégal. Et là, il faut avoir le courage de le dire parce que dans leur contrat, c'est dit qu'ils ne devraient pas réclamer un quelconque droit. Voilà, un quelconque droit. Ils ont signé. Alors, il y a certains qui protestent qu'ils n'ont jamais signé un quelconque contrat. Ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est heureux quand même qu'ils puissent se faire entendre parce que lorsque nous les voyons, leurs conditions de vie laissent à désirer. Vous voyez même des apprenants qui se moquent d'eux. Voilà, ils sont humiliés. Et il y a un tas de choses qui traduisent aujourd'hui leur mécontentement. Et je pense qu'avec ce que nous avons vécu dans cette semaine, l'autorité doit quand même prendre la mesure de la chose et aller carrément à un recrutement pour régler un tant soit peu ce problème-là. Parce que sur la masse d'enseignants global qu'on a au Bénin, qui officient au Bénin, vous allez voir 21 000 aspirants. C'est énorme. Ça fait environ les 4/5e, selon les calculs, les 4/5e des enseignants qui enseignent au primaire et au secondaire. Vous voyez, et au secondaire seul, ils sont plus de 12 000 contre environ 5 000.
ou 4 000 normalement des permanents. Vous voyez qu'il y a vraiment problème et moi je pense que le gouvernement ferait mieux d'aller carrément au recrutement pour régler la situation parce que ça ne va pas. Quand vous voyez un enseignant dit aspirant, moi je n'aime même pas les appeler aspirants, des enseignants occasionnels qui vivent sous le seuil même du minimum, ça fait réfléchir. Alors, on a pu constater quand même qu'au début de ce débrayage, il y a eu le ministre de tutelle, notamment l'enseignement secondaire, qui a sorti une note à l'encontre des signataires de la motion de grève. Que dire de cet acte, de cette réaction du ministre? Bon, moi, je lis ça sous deux angles. Premièrement, il faut trouver une stratégie pour étouffer ce mouvement dans l'œuf. Et le ministre a réussi le coup parce que dès qu'il a sorti cette note-là, systématiquement, il y a des désistements. C'était le branle-bas et bon, les gens ont capoté et sont allés en classe. Et les cours ont repris. Vous voyez, c'est d'abord ça. Mais deuxième chose, le ministre avait le devoir de contenir ce mouvement. C'était d'abord ça prioritairement. Il avait le devoir de le faire au risque de se voir éjecté du système. Et je pense que le ministre ne doit pas s'arrêter à cette note. Il faut continuer les négociations avec cette catégorie d'enseignants qui fait beaucoup pour le système. Si le système tient aujourd'hui, c'est grâce à eux. Alors Stéphane, cette note du ministre apparaît, comme l'a dit Hubert tout à l'heure, je vais dire en griffe, comme une intimidation de l'autorité. Oui, une intimidation et moi je vois plutôt que le ministre dans son rôle a l'obligation de s'assurer du bon déroulement des activités pédagogiques. Et ce mouvement est venu comme pour bouleverser tout, parce que qu'on le veut au nord, du nord au sud, le mouvement a été suivi. Et donc, cette note est venue pour ramener tout le monde en classe. Maintenant, ceux qui ont été suspendus, pour moi, c'est le plus important. Ceux qui ont été suspendus à l'occasion de la prise de cette note, c'est que le ministre doit revenir maintenant à la case départ. À la case départ, parce que il a lancé le pic. Les gens se sont repliés. Maintenant qu'ils sont revenus à la maison, il faudrait qu'ils ramènent la balle à terre et qu'ils essaient d'échanger, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, d'échanger avec ceux-là pour qu'une solution soit trouvée. Ce que réclament aujourd'hui les aspirants, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils sont prêts pour travailler et ils font mieux le travail. Il faut qu'on les écoute. C'est le plus important pour moi. Alors justement, les aspirants, vous l'avez évoqué brièvement, évoquent justement leur situation. Ils sont payés 9 mois sur 12, alors qu'ils auraient souhaité être payés 12 mois sur 12. Ils auraient aimé également voir leur situation s'améliorer, voir la masse, le quota aurait justement être harmonisé avec celui des professeurs certifiés. Alors aujourd'hui, face à toutes ces revendications-là, est-ce qu'en l'espèce, avec ce que le gouvernement fait pour ces aspirants, en l'espèce, est-ce qu'on peut dire que ces revendications-là, quand même, sont légitimes? Vous savez, comme l'a dit l'autre, il faut un minimum de mieux-être ou de bien-être pour exercer la vertu. Lorsque vous n'êtes pas dans certaines conditions, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. On en demande beaucoup aux aspirants. À les écouter, on leur demande de travailler plus que les autres. La moyenne, c'est 26 heures. On leur demande d'être performants. S'ils ne sont pas performants, on risque de les éjecter du système. Et ils font de leur mieux pour rester dans le canevas qui leur est fixé par le gouvernement. Et quand vous exigez plus de quelqu'un, il faut lui donner les moyens. Et ce que réclament aujourd'hui les aspirants n'est pas au-dessus des moyens du gouvernement. Même si le gouvernement ne peut pas tout leur donner, il faut qu'il y ait un début de solution. Ne serait-ce que leur donner au moins 12 mois sur 12. Ou 10, ce serait un bon début, quoi. Oui, au moins, ou bien leur dire, les gars, vous réclamez 12, bon, on essaie de vous donner 10 cette année, l'année prochaine on vous donne 11, l'autre qui suit, on vous donne 12. C'est juste ce qu'ils réclament. Et je pense que c'est le strict minimum. Alors Hubert, cela fait... Le vrai problème n'est pas au niveau de 12 mois sur 12. Et ils vont m'excuser. Je vais juste
montrer la chose. Et l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière que la masse horaire a été envoyée de 20h ou 22h pour certains à 30h ou 28h ou autre. Voilà. C'était déjà une occasion pour eux d'amener l'État, le gouvernement, à revoir systématiquement leurs conditions. Mais il y avait parmi eux des gens qui applaudissaient, qui étaient même prêts à aller à 40 heures. Mais un vrai enseignant, j'ai écouté des inspecteurs, j'ai écouté des CP que j'ai interviewés, j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux, mais vous ne pouvez pas demander à un enseignant de faire plus de 20 heures dans une école. C'est trop. Et c'est trop. Plus de 20 heures, c'est trop. C'est déjà trop, c'est trop demandé aux aspirants. Mais dans ce que moi je dis, ce n'est pas 12 mois sur 12 de payer qui est le problème. Il faut les recruter. On vous paie 12 mois sur 12, mais on vous maintient là comme ça pendant le 30 ans. Non, pendant le temps pour que vous ne soyez plus éligible au concours de recrutement. Vous allez servir à quoi? Vous serez comme des épaves qu'on va jeter. Mais est-ce que l'idée derrière, ce n'est pas aussi de les reverser au lieu de leur faire des concours, de les garder? Oui, mais l'ancien ministre de l'enseignement secondaire avait jeté l'idée. Bon, nous ne sommes pas dans les secrets du gouvernement pour savoir ce qu'il en est véritablement. Mais ce qu'il y a lieu de faire là, il faut les recruter. Si vous voulez, écoutez, des enseignants qui font beaucoup, mais à qui vous demandez beaucoup, mais que vous n'associez même pas pour les travaux de rentrée. Oui, les journées pédagogiques, ils n'y vont pas, ils ne sont pas invités. On ne leur donne même rien pour préparer la rentrée des pères, des mères de famille. Vous voyez, mais il faut quand même qu'il y ait et que les conditions soient créées pour que cela puisse être fait. Et ce n'est pas le recrutement. S'ils ne sont pas recrutés, on ne peut pas leur payer 12 mois. Mais aujourd'hui, si le gouvernement a du mal à recruter, c'est peut-être aussi parce que les caisses ne sont pas suffisamment solides pour supporter la charge. D'accord, vous avez évoqué le problème de caisse. L'éducation, c'est quoi? Qui a fait le chef de l'État? Qui a fait les ministres? Mais ce sont les enseignants. L'éducation n'est pas négociable. C'est la base. Et c'est pourquoi même Mandela dit ce que vous voulez faire pour transformer le monde là, c'est d'agir sur l'éducation. Et c'est ça. Si vous ne voulez plus avoir des gens en prison, il faut agir sur l'éducation. Mettez les moyens dans l'éducation et vous allez voir, tout sera transformé dans le pays. Mais c'est ça. Les enseignants font beaucoup, il faut recruter les enseignants. Il faut recruter ces aspirants-là pour qu'on puisse avoir le cadre légal qui leur donne le droit d'être d'abord valorisés, d'être des hommes dans la société. D'être fiers de ce qu'ils font. Aujourd'hui, quand on les voit avec banderole rouge au bras, tout ça dans les écoles et tout ça là, mais c'est de l'humiliation. Vous allez demander à un élève aujourd'hui sa carrière envisagée, elle vous dira enseignant. Oui, il aura du mal. Malheureusement. Mais c'est un métier noble qu'on respecte et qu'on doit respecter. Ce sont eux qui nous ont fait, nous. Non, je voudrais juste compléter à ce que disait le confrère tout à l'heure que je suppose que les aspirants considèrent qu'ils sont en face d'un gouvernement qui n'est pas dans la logique du recrutement. Et si le gouvernement n'est pas dans la logique du recrutement, ce qui serait réaliste, c'est de lui dire, en fait, si tu ne peux pas nous recruter, autant améliorer notre situation. Permets-nous d'avoir une situation salariale stable. Et pourquoi ne pas quitter? En attendant. Oui, sachant que, pourquoi ne pas quitter? Sachant que les conditions sont difficiles aujourd'hui de trouver du travail. Non, il faut aller à l'auto-emploi. Moi, j'en connais. Moi, je connais des aspirants qui ont abandonné, qui ont laissé jeter la craie, qui sont maintenant dans l'entrepreneuriat et qui, en un temps record, ont fait des réalisations. Oui, il faut montrer au gouvernement que sans la craie, on peut exister. C'est ça le problème. Mais à partir de ce moment, vous l'avez évoqué, il n'y aura plus d'enseignants non plus. Oui, mais on aura le temps de constater. Là, on saura que c'est le gouvernement qui a été défaillant. Voilà. C'est ça. Donc, il faut recruter les gens. Si vous ne voulez pas les recruter, ils vont... Non, il y en a même qui menacent déjà de partir. Vous allez voir le taux de démission à la rentrée prochaine. Vous allez voir. Autrement dit, la question de l'aspiranat vient créer beaucoup plus de problèmes qui ne devraient en régler.
Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Comme l'a dit Stéphane, c'était un programme bien réfléchi au départ, mais qui n'a pas été bien suivi, qui n'a pas été bien accompagné. Vous voyez, au départ, les 20 heures, c'est bon. Si vous payez 20 heures à la personne, mais vous en ajoutez encore 10, sans augmenter 1 franc sur sa paye. Mais ça, c'est de l'injustice. Voilà des manœuvres méphistophéliques qui ont compliqué un peu et plombé même le programme. Alors aujourd'hui, engager ainsi le bras de fer avec l'État central, est-ce que c'est la meilleure solution aujourd'hui, Stéphane? Vous savez, celui qui a faim et celui qui est rassasié, les deux, ils n'ont pas forcément le même langage. Les aspirants ont faim. Les gouvernants sont dans une position certainement de rassasié. On ne peut pas dire... On ne va pas dire de rassasié, mais en tout cas meilleur que... Bon, meilleur que les aspirants. Mais on ne peut pas dire que les aspirants ont mal fait d'avoir été en grève. Oui. C'est l'expression de la faim. On se doit de les comprendre. Maintenant, quand on a fait ça, et quand on les a obligés à reprendre le travail, il faut maintenant qu'on aille à la table de la négociation. Il faut qu'on se dise maintenant, parce que, vous savez, tant qu'il n'y aura pas un dialogue franc entre aspirants et gouvernants, ça va être toujours un problème cyclique. Il faudrait que le gouvernement dise de façon claire ce qu'il doit faire aux aspirants. Mais le comble, c'est que même dans les travaux de négociation, les aspirants ne sont pas représentés. Non, mais le point des aspirants est souvent mis en divers. Oui. C'est souvent mis en divers. Donc ça veut dire que ce n'est pas une préoccupation. Et il faudrait maintenant qu'à la faveur de ce mouvement, que cela devienne maintenant une préoccupation. Et qu'on en discute, qu'on en débatte vraiment pour trouver une solution. L'aspiranat n'est pas une mauvaise chose. C'est sa mise en œuvre qui pose problème. Et pour élarguer ces difficultés, il faut se revoir, il faut s'asseoir et trouver les solutions, des solutions pérennes et durables, aussi bien pour les aspirants que pour le gouvernement. Et par ailleurs également pour les apprenants. Aujourd'hui, la question, c'est qu'on oublie l'apprenant dans toute cette guerre entre gouvernants, entre aspirants. On oublie l'apprenant. On oublie l'apprenant. Et moi, je m'inquiète déjà pour ce que présage la fin de l'année, quant aux résultats de fin d'année, parce que l'aspirant qui est déjà en cours, vous le forcez, vous le contraignez à aller en classe, il va faire quoi? Il ne va même pas donner le meilleur. Il va faire quoi? Il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Donc c'est tout aussi simple que ça. Le collègue l'a dit, il faut aller à la table de négociation, discuter. Si vous promettez, si vous faites des promesses réalistes aux aspirants aujourd'hui, mais les gars vont travailler. Ils iront en salle, ils vont mouiller le maillot comme d'habitude. S'ils ont accepté même faire 30 heures. C'est parce qu'ils veulent être dans le système. C'est ça. C'est ça, c'est déjà un peu regardant. Ils ont déjà manifesté leur bonne volonté en acceptant les 30 heures, les 26 heures et autres. Mais il revient maintenant au gouvernement de montrer, de prouver sa bonne foi. Pour au moins une fois. Par rapport à cette catégorie d'enseignants. Pourquoi vous dites pour au moins une fois? Oui, je le sais. Est-ce parce qu'ils ne sont pas souvent à la table de négociation avec le gouvernement? Non, jamais. Vous ne les verrez pas. Ils sont associés à rien. On leur interdit même de se constituer en syndicat. Alors que ce sont des travailleurs. C'est des aspirants. Non, mais ils sont des aspirants, on ne refuse pas. Mais lorsque la goutte d'eau va déborder le vase là, et ceux-là vont quitter le système, ça va devenir quoi? Rien. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Chers confrères, Hubert Djogé, merci pour ce décryptage. Merci. Stéphane Ahinou-Rossou, merci également d'être passé sur ce plateau. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Elle représente environ 30% du produit intérieur brut national et 75% des recettes d'exportation. L'agriculture béninoise et les enjeux de sa modernisation. Eh bien, c'est le sujet du dossier de la semaine. Le temps d'installer notre invité, on suit cet élément. Le Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire. Ses ateliers, ses panels, ses solutions et ses innovations. Dans ce stand, la digitalisation est au service de l'agriculture. L'entreprise même a pu développer des algorithmes qui, grâce à l'intelligence artificielle, arrivent à déterminer avec précision le nombre de fleurs et de fruits qu'il y a sur un champ d'ananas. Grâce à ces algorithmes également, on peut identifier les points de stress, les points d'eau,
là où ça va mal pour le champ. Un peu plus loin, en matière de mécanisation, on innove. Avec dans l'agriculture, avant de faire le champ, il faut d'abord nettoyer le champ. Il faut labourer, il faut semer, il faut traiter, il faut récolter et après il faut transformer. Sur tous ces processus-là, il y a des machines aujourd'hui pour pouvoir faire toutes ces activités. Là, c'est la pisciculture. Des solutions concrètes sont trouvées aux problèmes qui se posent dans le domaine. Pour bien élever le poisson, il faut de la bonne nourriture. Et depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est toujours de l'importation de la nourriture que nous faisons parce que nous ne sommes jamais parvenus à avoir de l'aliment qui flotte. Mais ici, nous sommes parvenus à avoir des granulés flottants et ça peut rester deux jours même à la surface de l'eau. Et c'est ça qui permet de gagner dans la mesure où le coût est plus abordable aux pisciculteurs. Cet ingénieur de génie rural expose l'application des résultats de ses recherches. Le bananier, en dehors des maladies qui ont été pré-traitées, il y a un ennemi du bananier qu'on appelle l'averse, le vent. Pour lutter contre ça, j'ai prévu d'abord réduire la taille des bananiers. Ensuite, j'ai prévu les plans agroforestiers pour faire des haies brise-vent. Donc des haies qui vont récupérer le vent avant que ça ne fasse tomber vos bananiers. Alors, pour rentabiliser cet investissement de brise-vent, j'ai associé les poivriers. De l'autre côté se déroulent des panels et des ateliers. En discussion, le financement de l'agriculture, la transformation des productions, les débouchés dans le secteur. Et voilà, déjà en plateau avec nous, notre invité, le chef service application et e-service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il est par ailleurs le coordonnateur du Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire, SIMA, qui a eu lieu il y a quelques jours à Cotonou ainsi qu'à Parakou. Noé Kassa, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Et pour m'accompagner dans les échanges ce matin, Rodrigue Baragbeto. Joël Balogun, comme tous les dimanches, nous sommes encore là. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être des vôtres. Alors, on parle agriculture aujourd'hui. Agriculture, un secteur qui contribue à hauteur de 32,7% en moyenne au PIB. Et c'est également 75% des recettes d'exportation. Le gouvernement béninois envisage d'intensifier les investissements destinés à moderniser le secteur. Alors, Noé Kassa, vous êtes chef service application et e-service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Alors, moderniser l'agriculture aujourd'hui, est-ce une nécessité? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que je vais dire un peu plus. Hein, ce n'est pas une nécessité, c'est une obligation. C'est un carrefour incontournable aujourd'hui pour permettre au secteur de pouvoir décoller et montrer ses prouesses. Donc moderniser l'agriculture béninoise, c'est un carrefour important et indispensable. Et qu'est-ce que ça implique justement, moderniser l'agriculture? Ça implique quoi? Merci beaucoup. Merci encore pour cette question. Moderniser l'agriculture implique de nouveaux outils, de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles personnes, parce qu'il faut aussi façonner un peu l'être qui doit conduire tout cela. Et donc aujourd'hui, dans le secteur agricole, il y a déjà plusieurs actions qui sont posées. Et donc en termes de modernisation agricole, si nous prenons le volet des outils, nous avons aujourd'hui des outils numériques qui sont dans le secteur agricole. Okay. Vous prenez le cas, je vais aller directement, c'est le cas palpable, c'est l'utilisation de drones pour l'agriculture de précision. Okay. Les grands pays utilisent le drone pour pouvoir mieux estimer les rendements, estimer la surface de production, estimer la couverture, par exemple, fourragère d'un espace donné, et même faire le comptage des animaux, des espèces animales et tout ça. Le Bénin aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Et une expérimentation déjà a été très concluante dans le sud du Bénin au niveau de Sékou Alada sur la filière ananas. Et donc avec un partenaire stratégique du secteur, Enabel, pour pouvoir estimer le rendement, estimer aussi le nombre. On fait le comptage des plants, disons des plants d'ananas. Oui, voilà, exactement. Et on arrive à estimer un peu quelle est la densité
de production. Tout cela grâce au drone? Grâce au drone, bien sûr. Exactement. On a le maillage, beaucoup plus de production, et donc on arrive à estimer le nombre de plants d'ananas que nous avons. On peut aussi estimer le nombre de plants d'ananas qui sont à maturité, ou bien ceux qui sont dans une phase de maturation qu'il faut pouvoir booster. Et est-ce que c'est seulement l'utilisation du drone, du moins cette prouesse technologique, est-ce que c'est seulement de cette prouesse-là que bénéficie le Bénin? Pas du tout. Où en est justement le Bénin dans cette modernisation? Pas du tout. Ce n'est qu'un exemple. Nous avons par exemple le volet collecte de données qui est aujourd'hui digitalisé complètement. Et ça, c'est une forme de modernisation qui ne dit pas son nom, parce que vous savez que les statistiques agricoles, c'est vraiment le nœud de toute discussion. Vous avez sorti des chiffres tout à l'heure, des chiffres qui se basent sur des études macroéconomiques et qui sont basés sur un certain nombre d'outils de collecte de données. Et donc aujourd'hui, nous faisons la digitalisation de la collecte de données. Vous avez aussi des technologies innovantes au niveau de l'Institut national de recherche agricole. Vous avez par exemple des nouvelles technologies qui sont trouvées pour pouvoir booster la production, des nouvelles variétés de cultures qui sont prises, qui sont développées et qui sont vraiment mises à échelle. Vous avez des outils pour la mécanisation agricole. Avant, vous aurez constaté qu'on a beaucoup de tracteurs qui sont restés dans les champs, sans travailler, c'est resté. Et des gens ont taxé les gouvernants passés que rien n'a été adapté. Aujourd'hui, depuis 2016, d'abord, il y a un programme national de mécanisation agricole qui a été mis en place et qui, aujourd'hui, définit comment est-ce que les outils de mécanisation des machines agricoles doivent être déployés sur le terrain. Et donc, face à cela, nous avons aujourd'hui une Société nationale de mécanisation agricole, la SONAMA, qui aujourd'hui met en place des outils adaptés pour les producteurs. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux un tracteur. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec le tracteur. Quelles sont les opérations culturelles que le tracteur doit faire et quels sont les assemblages qui doivent aller avec. Donc la SONAMA fait tout ce suivi? Bien sûr, la SONAMA fait tout ce suivi et plus. En fait, je voudrais aller dans le sens. La SONAMA étudie le sol de chaque région pour fabriquer les machines. Si je vais aller un peu plus pratique, c'est que face à vos besoins, la SONAMA dimensionne les machines qu'il faut pour vous. Okay. Donc elle a connaissance Elle a connaissance un peu d'abord des types de sols que vous avez et des types de cultures sur lesquelles vous voulez utiliser les machines. Et face à cela, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique aussi numérique dedans qui permet de pouvoir suivre tous les tracteurs qui sont déployés sur le territoire national, de pouvoir évaluer leur niveau d'amortissement, c'est-à-dire à quand ce tracteur-là ne pourra plus travailler, à quand il faut faire des révisions, à quand il faut faire ci, à quand il faut faire ça. Et aussi de pouvoir estimer, disons, le nombre d'hectares emblavés par ce tracteur. Et donc, c'est vraiment une modernisation hors pair. Le Bénin n'avait encore jamais expérimenté cela. Et je crois que c'est à l'actif de tout le Bénin. C'est à l'actif de tout le Bénin, d'accord. Est-ce que tous les agriculteurs sont en mesure de se procurer ces tracteurs-là? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu des facilités qui sont mises en place. Le gouvernement n'a pas fait à demi-mot, disons, une politique pour nuire à sa population. Le gouvernement a mis en place tout un procédé pour faciliter plutôt aux producteurs. On connaît très bien la capacité d'un producteur aujourd'hui à s'acquérir un tel matériel. Un matériel qui est par exemple à 20 millions. Le gouvernement, avec des subventions mises en place au sein de la SONAMA, permet aujourd'hui de l'avoir à moitié prix. Et avec le FNDA également. Avec le FNDA qui offre des garanties, qui offre aussi des facilités d'accès au financement. Donc vous voyez, c'est des outils qui sont mis en place pour renforcer le volet de la modernisation agricole. Vous avez les structures nationales que sont l'ACI, l'ANSI, au niveau du numérique, qui portent aussi la politique du numérique pour encadrer beaucoup plus tout ce que nous avons comme outils numériques pour déployer dans le secteur. Du coup, on aura des agriculteurs sur tout le territoire béninois de type nouveau. De type nouveau. De type 2.0. Oui, mais qu'en est-il de la mise à disposition de l'information en temps réel à l'agriculture? On sait que sous d'autres cieux, par exemple, avec des portables, les agriculteurs reçoivent des messages en termes de météorologie. Exactement. Qu'en est-il au Bénin? Je vais vous surprendre pour dire qu'aujourd'hui, le Bénin n'a plus rien à envier à d'autres pays. Parce que nous avons déjà une harmonisation du système d'information de marché qui permet aujourd'hui, c'est un système qui permet aujourd'hui d'envoyer des prix des produits agricoles aux producteurs en temps réel sur les marchés
qu'ils veulent. Et donc ça, c'est un consensus qui a été obtenu et qui est d'ailleurs en cours de finalisation dans le secteur avec tous les partenaires techniques et financiers, parce que le problème, c'est quoi? Dans un passé récent, nous avons chaque partenaire qui vient avec sa solution, qui diffuse les mêmes prix, disons un prix de tel produit au même producteur, un autre amène toujours la même technologie, une autre technologie, qui diffuse aussi un autre prix. Donc en définitive, un producteur se retrouve avec 5 différents prix sur le même produit, dans le même marché. Alors, qui est normalement le garant de l'information fiable? C'est bien sûr l'État. Et l'État aujourd'hui met en place des outils pour pouvoir réguler cela. Et donc, moi je dis, la politique aujourd'hui dans le secteur du numérique est une politique bien pensée, et les producteurs, la seule chose qui reste à ce qu'on fasse et que nous sommes en train de faire, c'est l'éducation au numérique. Rien n'échappe au numérique. Exactement. Et on l'a également dans le secteur agricole. Vous avez parlé de mécanisation agricole. On fait usage de nouvelles machines, de nouvelles technologies. Mais que fait-on alors des risques? Par exemple, de l'impact environnemental de ces machines? Très bien. Ça, c'est toujours un point sur lequel, comme je l'ai dit au départ, il n'y a rien qu'on fasse aujourd'hui à demi. Tout a été pensé et tout est bien pensé. C'est pour cela qu'il faut vraiment remercier le gouvernement pour cette dynamique de réflexion anticipative sur tout ce qui peut arriver. Il y a déjà un programme national de protection environnementale qui est mis en place pour la sauvegarde de l'environnement au niveau du ministère de l'Agriculture, grâce à des techniciens quand même qui ont fait un travail excellent dans le secteur, sous bien sûr le leadership du ministre lui-même qui a cette vision. Il faut une technologie adaptée, mais une technologie qui sauve aussi le producteur les effets néfastes de cette technologie. Et donc, face à cela, ce programme aujourd'hui est disponible et une vision a été tracée. Je donne par exemple cet exemple toujours dans la filière coton, parce que c'est la filière qui réveille beaucoup de personnes sur son impact néfaste. La filière coton, aujourd'hui, c'est la filière qui nous donne aujourd'hui la force de dire nous sommes premiers producteurs de coton. Et donc, c'est une fierté que le Bénin doit pouvoir conserver à longue durée. Mais en amont, le gouvernement fait un travail de sauvegarde des terres sur lesquelles les cotons, avec le projet TASGO par exemple, qui est un projet de transition des zones cotonnières, qui aujourd'hui est mis en œuvre pour pouvoir aider à restaurer les sols et à protéger l'environnement dans lequel le coton aujourd'hui est en train de faire bon nombre de chemins. Autrement dit, les verts, les agroécologistes, non, c'était pas le mot les écologistes qui vont dire que le coton est en train de dégrader les sols béninoises n'auront plus raison. Peut-être qu'ils avaient raison il y a peut-être 10 ans. Ils avaient raison peut-être avant 2016. Mais aujourd'hui, je crois que s'ils doivent être sincères, c'est que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et donc, ils doivent pouvoir revoir un peu leur copie pour nous dire, c'est vrai que tout n'est pas encore fait, mais vous avez déjà fait beaucoup. Et comment est-ce qu'on arrive à fédérer les agriculteurs autour de cette modernisation agricole? Est-ce que tous sont partants? Ok. Ça, c'est une question très intéressante parce que le producteur n'aime pas qu'on lui mette la pression. Il aime lui-même prendre la décision. Et c'est à ça qu'on s'y attelle. Aujourd'hui, tous les documents que nous faisons, il y a un cadre institutionnel qui est mis en place qui permet la participation des acteurs eux-mêmes à la prise de décision. C'est ça qui est intéressant dans le secteur agricole. Nous avons un cadre institutionnel qui permet de pouvoir dire aujourd'hui que les acteurs non étatiques ont contribué à la mise en place de telle politique, telle politique. Vous avez par exemple la PNOPA, qui est la plateforme nationale des organisations de producteurs et de paysans agricoles. Vous avez la Chambre nationale d'agriculture, qui est aussi, disons, la chambre consulaire des producteurs. Et vous avez la PACIB, qui est la société civile, la plateforme des acteurs de la société civile, qui veille aux grilles, la surveillance. Et donc, aux côtés de l'État, vous avez tous ces organes. Et ça fait que toute décision qui est prise n'est pas une décision qui est côté État. C'est une décision qui est d'abord consensuelle, dans une vision prospective et une vision qui va aider le secteur agricole à mieux grandir. Et donc, les producteurs aujourd'hui sont face à un destin où ils sont certains d'une chose, leur production sera mise sur le marché. Et donc, quand je dis mise sur le marché, on ne produit plus aujourd'hui au Bénin pour attendre le marché. On va chercher le marché pour produire. Et justement, dans le but d'aller chercher le marché, vous organisiez le Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire, SIMA. C'était du 25 au 28 novembre dernier à Cotonou. Et il y a également eu une phase à Parakou. Les produits ont été présentés. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ce salon? Alors, je vais dire simplement que c'est un bilan qui loin d'être le bilan le plus reluisant au monde, je vais dire que le Bénin aujourd'hui a percé le plafond. Nous avons
vraiment redonner une fois encore et montrer au monde entier que le Bénin est capable. Le Bénin est capable de pouvoir mettre tous ces acteurs ensemble. Le Bénin est capable de pouvoir montrer et valoriser ses potentiels. Les gens sont venus à ce salon. Les gens ont vu ce que le salon est. Ils ont vu le standing. Et quels étaient justement les produits là, présentés au cours de ce salon? Alors, nous avons les technologies nouvelles. On avait, par exemple, hormis le volet de la mécanisation agricole, nous avons des technologies innovantes de production. Vous avez vu dans l'élément témoin, voilà, la production de bananes sous contrôle. Vous avez la technologie sur l'innovation, plutôt beaucoup plus sur le fourrage hydroponique, qui est vraiment que les gens ont apprécié. Parce que vous voyez des startups qui développent des innovations, mais qui ne sont pas du tout très visible et il n'y a pas le lien avec la dynamique gouvernementale en matière de vision du secteur. Et donc, ce salon a permis à ceux-là d'être présents et ça a permis à d'autres de les connaître. Nous avons nos produits agroalimentaires et je précise que l'une des forces de ce salon, c'est que ne viens pas à ce salon si ton produit n'est pas un produit qui est déjà dans la dimension de contrôle de certification. Et donc, ça fait que le Bénin, de plus en plus, est en train d'avoir des produits qui satisfont beaucoup plus aux aspirants, disons, aux désirateurs des populations. Parce que, vous savez, quand le ministère de l'Agriculture, au nom du gouvernement, accompagne un tel événement et qu'on voit des jus de fruits qui ne sont pas du tout contrôlés, c'est pas du tout responsable. Aujourd'hui, nous devons y aller avec l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, qui aujourd'hui fait un travail formidable qu'il faut apprécier. Nous sommes déjà en fin d'année, c'est sûr qu'il y a des dynamiques. Et je ne vais pas trahir un secret pour dire que cette agence, par exemple, prévoit aujourd'hui, dans les prochains jours, une journée porte ouverte pour mieux connaître ce que les agro-entrepreneurs doivent faire pour pouvoir entrer dans ce processus. Donc, vous avez aussi d'autres, la pièce, par exemple. Et ça, je félicite au passage le DG à pièce, M. Ganguès, pour sa présence au salon qui a rehaussé vraiment et qui a donné beaucoup plus de confiance aussi aux agro-entrepreneurs. M. Ganguès a animé un atelier très thématique et la salle était bondée. Les gens ont voulu comprendre. Parce que si vous avez l'information, à partir de ce moment, c'est que vous n'êtes plus quelqu'un qui devait vous comporter comme avant. Bien sûr. Et aujourd'hui, à ce salon, ils ont eu l'information, les forêts ont eu l'information, les producteurs ont eu l'information, les visiteurs ont eu l'information. Et mis à part l'information, que gagnent les différentes parties dans ce salon? L'État, les producteurs agricoles. OK. Alors, je vais commencer par l'État pour dire que l'État a encore affermi une fois encore sa confiance. La confiance de l'État s'est encore renforcée cette fois-ci grâce à ce salon. Parce qu'il y a eu beaucoup de tournées gouvernementales qui ont été faites. Et vous savez, nous sommes dans un pays où, quand c'est le politique qui se déplace, les gens n'y croient pas. Les gens se disent, est-ce que ce n'est pas toujours pour nous engranger? Est-ce que ce n'est pas un électorat qu'on cherche? Mais aujourd'hui, avec ce salon, c'est l'un des outils, parmi tant d'autres outils, de communication. Et c'est un outil aujourd'hui qui a permis à ce que l'État restaure encore sa vision et aujourd'hui les gens ont compris encore de plus en plus que le secteur agricole, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, depuis 2016 à ce jour, ce n'est pas de l'utopie. C'est vraiment une vision très claire. On sait où on va. Et donc, comme on le dit, les aveugles ont vu, les sourds vont entendre. Et on est sûr que ceux qui ne marchent pas encore, on commence pas à marcher. Non, ils ont déjà commencé à marcher. Parce que nous avons eu des solutions qui ont été présentées au cours du salon où des gens ne pensaient pas que le ministère de l'Agriculture, que le gouvernement de façon globale avait déjà conçu beaucoup d'autres outils. On a eu des panels très riches. Très très riche. On a eu des panels où des chercheurs sont venus, des gens sont venus même tester la compétence du ministère ils veulent comprendre. Ils ont posé des questions. Ils ont mis le ministère à l'épreuve. Ils ont mis le ministère à l'épreuve. Et ça vraiment, je profite de ce plateau pour saluer le ministre lui-même en personne et tout le cabinet du ministre. Alors qu'est-ce que les producteurs ont gagné de ce salon? Alors, il y a eu beaucoup de partenariats qui ont été noués. Les producteurs ont beaucoup vendu. Il y a eu beaucoup de ventes sur ce salon. Des gens en ont profité, imaginez-vous, pour faire en même temps les bonnes affaires de bonne fin d'année. Et donc, les producteurs ont gagné. En matière de relations, ils ont gagné en matière de chiffre d'affaires, ils ont gagné en matière de visibilité. Parce qu'il y a des producteurs, des transformateurs par exemple, qui faisaient des choses que les gens ne connaissaient pas. Et donc, ça a été l'occasion pour d'autres de faire une lumière sur eux.
Et de façon globale, les partenaires techniques et financiers, l'État et tout le monde, il y a une bonne visibilité au du secteur agricole. Vous avez vu sur les canaux digitaux comme traditionnels de communication, l'événement a été relayé autant que peu pour permettre aux Béninois de mieux comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'ils doivent comprendre du secteur agricole. Et ce salon, ça va être la dernière question, très rapidement. Ce salon, la première édition a pris fin. À quoi doit-on s'attendre? Alors, je vais pas vous donner tout le contenu de la prochaine édition, mais je vais vous dire que le Bénin va encore faire du boom. Et on est sûr, le boom sera encore gagné. On espère que d'autres pays, peut-être de la sous-région, vont rejoindre les salons. Oui, il faut aussi préciser qu'avec le contexte Covid, les pays n'ont pas pu nous rejoindre. Et ça, je salue vraiment le gouvernement pour avoir compris qu'il fallait qu'on fasse un coup d'essai face quand même à cette pandémie de Covid qui sévit toujours et on redouble un peu plus de vigilance. Et au cours de ce salon, l'une des garanties qui a été ferme, c'est que tous les organisateurs ont été sont vaccinés. Systématiquement. Il n'y a pas eu de complaisance à ce niveau. Tous les forains ont eu soit le test PCR négatif ou soit vaccinés. Et nous avons eu la chance d'être accompagnés par le ministère de la Santé avec un pool de vaccination qui était disponible. On a eu aussi des gels hydroalcooliques, on a eu un peu de tout. Donc, ceux qui sont venus ont compris que nous avons pris les dispositions. On ne peut pas à 100% dire que nous avons pu prendre toutes les dispositions, mais nous avons pris ce qui était à notre portée pour pouvoir aller. Et donc, pour la prochaine édition, on est sûr d'une chose. Vous allez certainement encore voir un nouveau Bénin. Très bien, un nouveau Bénin. Ulvaïs Balogun, on peut se réjouir. Le secteur agricole a aujourd'hui le vent pour... Absolument, on s'en réjouit et on se réjouit également du travail que Noé Kassa ainsi que tous les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, tout ce qu'ils font pour rehausser le secteur agricole au Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Rodrigue Babagueto, merci d'avoir animé ce panel. Et à dimanche prochain. À dimanche prochain, mais avant, vous pouvez retrouver notre émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, sur nos différentes plateformes digitales, j'y arrive. Également, je vais nommer notamment la page Facebook de Bénin Business 24 et la page Facebook de votre émission Week Eco. Portez-vous bien et à dimanche prochain.